Matière à penser, Dominique Rousset. Et le mercredi, environnement et société, le monde qui vient. Ce soir, le migrant est aussi une personne, en compagnie de Catherine Vitol de Wenden, juriste, politologue, directrice de recherche au CNRS. Samedi dernier, un groupe de 43 compagnons d'Emmaüs ont traversé à la nage ou en kayak le détroit de Gibraltar depuis le sud de l'Espagne pour atterrir au Maroc 4 heures plus tard. Objectif, interpeller l'opinion publique et défendre le principe de libre circulation, plus précisément l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, selon lequel toute personne a le droit de quitter un pays, y compris le sien, et d'y revenir. 15 kilomètres parcourus sur ce bras de mer entre deux continents, de plus en plus empruntés par les migrants, où beaucoup ont perdu la vie. D'autres actions symboliques en parallèle, le même jour, comme une large porte ouverte, installée sur la plage espagnole, et un hommage au cimetière marin tout proche. Bonsoir Catherine Vitol de Wenden. Vous avez choisi comme champ d'études, il y a maintenant plusieurs années, je peux dire de nombreuses années, les migrations internationales. Pourquoi ce choix alors et pourquoi encore aujourd'hui ? Alors, quand j'ai démarré sur ce sujet, c'était un tout petit sujet, ce que j'ai eu l'occasion d'expliquer ici et là. Et pour moi, c'était plutôt une histoire familiale, parce que ma famille est issue des pays baltes. Ensuite, elle a migré en France, qui était la Russie, à la fin du 19e siècle, en France. Puis ensuite, pendant presque toute la première moitié du 20e siècle en Amérique latine. Ensuite, la crise de 29, ils sont revenus en France. Donc, les questions de migrants, de réfugiés, de papiers, de séjour, de droit au travail, c'était un sujet tout à fait familial. Et je trouvais que c'était intéressant, on était au milieu des années 70, de me pencher sur ces questions, puisque là aussi c'était un début d'actualité. Les Portugais partaient parce qu'ils voulaient fuir le service militaire. On avait une immigration du Maghreb, on avait encore beaucoup d'Italiens, d'Espagnols, etc. Donc c'était un début de sujet d'actualité, mais je pensais que ce serait un exercice scolaire pour moi, universitaire, faire une thèse là-dessus, et que je travaillerais sur autre chose. Et puis ensuite, l'ampleur du sujet m'a rattrapée, et je me suis aperçue que finalement, c'était peut-être intéressant de me spécialiser totalement en entrant au CNRS sur les migrations internationales. Et 30 ans après, c'est toujours votre sujet, et vous êtes vous avez même publié plusieurs ouvrages de référence, je crois qu'on peut le dire, dont le fameux Atlas des migrations chez Autrement, qui d'ailleurs vient d'être réédité, et puis un tout récent travail, un point complet sur l'histoire, sur les tendances du phénomène. Votre approche a-t-elle été modifiée ? On va beaucoup s'appuyer sur ce dernier travail, à destination aussi, d'ailleurs, je le précise, car ils nous écoutent, des étudiants également. Tout à fait. Alors, en fait, au début, je travaillais sur la France, sur la façon dont les migrants s'adaptaient. J'étais en sciences politiques, donc s'acculturaient, disons, à la démocratie. Beaucoup venaient de pays non démocratiques, et c'était un sujet scolaire, si j'ose dire, mais avec des enquêtes de terrain qui m'ont passionné, dans les foyers à l'époque, dans l'agriculture. Et puis ensuite, je me suis intéressée plus largement aux questions européennes, avec la naissance de la politique européenne de l'immigration, et également, puisque je suis entrée dans un laboratoire qui s'appelle le CERI, le Centre d'études et de recherche internationale, à la dimension internationale des migrations. Voilà, qui dépend de Sciences Po. Et donc, je me suis interrogée sur la façon dont les migrations questionnaient les relations internationales, et je me suis aussi attaquée, après avoir fait beaucoup de terrain sur d'autres sujets, sur les mouvements associatifs BEUR, comme on dit, sur islam et citoyenneté, etc. Je suis allée vers une analyse globale des migrations internationales, et j'ai été passionnée parce que c'est le lieu de toutes les contradictions, de tous les paradoxes que l'on peut imaginer, et de toutes les hypocrisies aussi, de tous les doubles langages sur la scène internationale. Donc, je suis toujours passionnée par le sujet, et je suis étonnée de l'écart qu'il peut y avoir entre la parole du chercheur, de l'expert, des organisations internationales, et le processus de décision qui reste dans un discours très sécuritaire et uniquement du point de vue du pays d'accueil, alors que de plus en plus, je me suis intéressée, mais beaucoup d'autres chercheurs nouveaux se sont intéressés au pays de départ. On va y revenir. Il ne faut pas oublier que pendant longtemps, on ne s'intéressait qu'au pays d'accueil.
Tout à fait, on va y revenir et même vous êtes étonné aussi que ça ne soit pas davantage un enjeu international. Peut-être est-ce en train de le devenir à cause de cette formidable, très impressionnante arrivée de migrants dans ces années 90 et notamment les toutes dernières années. On aura l'occasion d'y revenir. L'article 13 cité en tout début d'émission est en effet bien malmené. Il date pourtant, on l'a rappelé, de la Déclaration des droits de l'homme. Mais vous pointez surtout le paradoxe de la mobilité. La mobilité qui, au fond, est très valorisée dans un monde en mouvement perpétuel, qui est un signe de modernité, justement. Et où je vous cite, ceux qui bougent ont moins de droits que les sédentaires. Oui, c'est ça qui vous surprend le plus? Tout à fait. Qui continue de vous surprendre, car parce qu'en fait, on pourrait découper le monde en 4 quartiers d'orange, d'une certaine façon, selon le droit à la mobilité. Si on va du sud au nord, c'est difficile d'entrer parce qu'il y a la question des visas et même d'être accepté comme demandeur d'asile. Si on va du nord au nord, eh bien, on valorise pleinement la mobilité. On considère qu'il n'y a aucun risque migratoire et donc les gens ont les mêmes droits d'entrée, de sortie, de circulation du pays de départ au pays d'arrivée. Si on va du nord au sud, on est accueilli à bras ouverts parce qu'on va apporter de l'argent ou de l'expertise. On a tous les droits d'entrée en général, sauf certains droits de séjour, comme la nationalité plus difficile. Et si on va du sud au sud, on n'a aucun droit d'un pays à l'autre, mais en fait, on a beaucoup de droits de mobilité, d'accueil, parce que les pays du sud accueillent la plupart des migrations internationales aujourd'hui, qu'il s'agisse des migrations de travail ou des migrations de réfugiés, même si ça se fait sans aucun droit dans la plupart des cas. Alors rappelons quelques chiffres avant d'avancer, peut-être même de revenir en arrière sur l'histoire des migrations, car vous l'avez également étudié en remontant beaucoup plus en amont. 75 millions de migrants internationaux en 1977, 244 millions en 2015, 3 fois plus donc en 40 ans, mais, et il faut tout de suite ajouter, c'est ce que vous rappelez constamment, seulement 3,5% de la population mondiale en réalité se déplace. Et c'était plus que ça au début du XXe siècle. Voilà, absolument. On avait autour de 5 millions de migrants internationaux, selon une définition qui est celle du département de la population des Nations Unies, donc quelqu'un qui est né dans un pays, qui vit dans un autre pays pour une durée en général supérieure à 1 an. Et à l'époque, c'était surtout des Blancs qui circulaient, c'est-à-dire des Européens essentiellement, qui sont partis pour des raisons de refuge, qui sont partis aussi pour peupler des territoires considérés comme vides, États-Unis, Canada, Amérique du Sud, Australie par exemple, qui sont partis aussi à des fins de colonisation, à des fins militaires, à des fins de missions religieuses. Donc ceux qui bougeaient, c'était les Européens pour l'essentiel, alors qu'aujourd'hui, ceux qui bougent, ce sont surtout des gens du Sud. Aujourd'hui, il y a plus de migration vers le sud de la planète que vers le nord, un peu plus de 120 millions vers le sud et 120 millions vers le nord de la planète. Ouais. Donc en fait, les choses se sont complètement transformées, d'autant plus que dans le passé, il était souvent, surtout quand on venait d'un régime autoritaire qui était puissant, il était difficile de sortir de chez soi, mais facile d'entrer ailleurs. Parce que c'était une main-d'œuvre qui était recherchée. Et là, c'est l'inverse. Et aujourd'hui, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire il est devenu, depuis les années 1990, chute du rideau de fer, délivrance de passeports par les pays du Sud, il est devenu facile de sortir de chez soi, mais difficile d'entrer ailleurs. Donc la logique migratoire s'est totalement inversée dans le mépris souvent de la plupart des textes internationaux concernant le droit à la mobilité et le droit d'asile. Vous avez parlé des visas, on peut parler des murs, des vrais murs physiques, des camps. Et également des camps bien sûr, et des pays qui font tampon un peu pour empêcher l'accès à d'autres pays. Encore une indication, encore un chiffre assez frappant je trouve concernant ces migrations sud-sud. Vous avez rappelé qu'elles sont très importantes, mais il y a aussi des migrations internes dans les pays. Absolument. Et comme toujours, la Chine est un cas extraordinaire. En tout, il y a 740 millions de personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Chine. Et en Chine, encore plus, 240 millions, c'est-à-dire autant que sur toute la planète. C'est qui donne un chiffre total d'1 milliard, en fait, d'habitants en situation de migration, mais encore une fois, pas toujours pour aller dans d'autres pays. Et si l'on remonte encore un peu plus en avant dans l'histoire, Catherine Witold de Wenden, prenons le temps de le faire, car c'est évidemment très très intéressant. L'humanité a toujours migré, c'est une banalité de le rappeler. Vous mentionnez bien sûr les religions du livre, les exodes, les exils. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité au sens livresque déjà, les 3 religions du livre, mais aussi l'histoire des grandes découvertes, l'histoire des conquêtes, les grands mythes, et des grands mythes, l'Odyssée. On valorise le héros qui est mobile précisément
précisément, qui est allé découvrir des terres inconnues, qui a pris le risque de l'aventure, et c'est l'histoire de l'humanité tout entière qui est inscrite dans cette mobilité. Mais c'est aussi l'histoire de la mixité, si l'on parle, peut-être prenons l'exemple de l'Andalousie, absolument. Connu. C'était aussi un contact de civilisation, ça s'est pas toujours bien passé, mais aussi ça s'est pas toujours bien passé, de nouvelles découvertes grâce à l'échange, et donc les hommes et les femmes sont toujours allés vers plus de curiosité, plus d'opportunités à travers la migration. Si le monde ne bougeait pas, il y aurait encore plus d'inégalités dans le monde et de lignes de fracture et donc de dangerosité en termes de violence intérieure et internationale que dans un monde mobile. L'Andalousie, où non sans violence quand même, les mosquées ont été peu à peu transformées en églises. En église, mais aussi à l'inverse. À Istanbul, Constantinople. Le Sainte-Sophie est devenue une mosquée. Donc il y a toujours eu des transferts de cette nature et dans les deux sens. Le 19e siècle, un passage important pour plein de raisons. Alors oui, parce que en fait, on a changé de technique de transport. On est passé du bateau à voile qui ne transportait qu'une petite quantité de personnes au bateau à vapeur qui progressivement est devenu moins cher et qui demandait surtout de rentabiliser le voyage. Donc il y a eu à travers l'Europe, un historien allemand qui a travaillé là-dessus, qui s'appelle Klaus Bade, a fait un livre qui s'appelle L'Europe en mouvement, qui montre que les rabatteurs, ce qu'on appellerait aujourd'hui des gens qui font de la publicité, vantaient l'avenir merveilleux de ceux qui partaient dans les nouveaux mondes, États-Unis, Canada, Amérique du Sud, etc. Et donc on avait toute une publicité du voyage. Donc il y avait des ports très importants comme Gênes, Livourne, comme Naples, comme Hambourg, qui ont été des grands ports de migration internationale d'est en ouest et du sud au nord. Et donc ça a changé complètement le volume de la migration. On a eu un volume très accru entre les années 1880 et la Première Guerre mondiale. C'est le pic de la migration. Vraiment des migrations de peuplement. Vers les États-Unis, vers l'Australie, etc., vers l'Amérique latine. Des gens à la fois, on a une image misérabiliste de l'immigration, mais il y avait aussi des gens qualifiés qui cherchaient des opportunités plus importantes que ce qu'ils trouvaient chez eux, des médecins, des ingénieurs, des architectes et des quantités de métiers intermédiaires. Il n'y avait pas que des gens qui partaient avec leur sac sur le dos, contrairement à la mythologie qui est écrite sur ces sujets. Et ça a été une grande période de mobilité, notamment de la migration blanche. Et rappelons 31 millions d'Italiens sont partis à l'étranger. C'est très impressionnant. C'est colossal. Et la France, un grand pays d'immigration d'ailleurs. Un grand pays plutôt d'accueil, puisque l'accueil on a eu que très peu de Français qui sont partis à l'étranger, à peu près 2 millions, 2,5 millions, mais en fait, beaucoup de gens sont venus en France, parce que la France avait un déclin démographique depuis la fin du XVIIIe siècle, pendant que d'autres pays européens avaient une croissance démographique très importante, comme l'Allemagne, l'Italie, à cause des progrès notamment de la médecine. Et donc moins de mortalité infantile, ce qui fait qu'on a eu des besoins de main-d'œuvre très importants en France, tel le décollage économique qui a commencé sous Napoléon III, et donc une attraction migratoire. La France est le premier pays d'immigration en Europe historiquement. Alors vous parlez d'une immigration essentiellement blanche, on va y revenir, et d'une entrée facile aussi. On n'a quand même pas parlé d'un autre siècle extrêmement important, et là l'immigration n'était pas blanche, c'est celle de l'esclavage. Absolument. 18e siècle, également une phase très importante. Tout à fait, de façon massive, si j'ose dire. La spécificité du traitement de l'esclavage par les Européens, c'est la dimension massive des transferts, et notamment les Hollandais, les Anglais, les Français, et les Portugais aussi, se sont illustrés pendant plusieurs siècles, autour jusqu'à la fin du XVIIIe, début du XIXe, avec la traite et l'esclavage, effectivement, pour la production notamment de sucre et de coton. Donc là, on était dans une migration de travail, celle qui est encore considérée aujourd'hui comme peut-être la motivation principale des migrants. J'aimerais bien qu'on s'arrête sur ce qui est nouveau aujourd'hui, les tendances lourdes. Vous les examinez d'ailleurs dans votre livre, celui qui est paru aux éditions Erol, là, sur l'histoire, les évolutions. Les tendances lourdes, au fond, c'est quoi? Les migrations sont aujourd'hui mondialisées. D'une part, elles se sont mondialisées. Elles sont diversifiées. Il y a 40 ans, il y avait
quelques pays d'accueil, une vingtaine, quelques pays de départ. Aujourd'hui, le monde entier, pour des raisons diverses, est en migration. Ça, c'est un premier. Cette mondialisation, c'est nouveau. D'autre part, il y a autant de migrants au nord qu'au sud de la planète. Ça, c'est également nouveau, ce qui est un effet du premier aspect. Ensuite, les choses se sont diversifiées, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de profils de migrants. On n'a plus seulement le travailleur pauvre, rural, etc. On a des gens très qualifiés, on a des femmes. La moitié des migrants internationaux sont des femmes, des mineurs isolés non accompagnés, des demandeurs d'asile, des seniors qui veulent s'installer au soleil pour leur retraite, etc. Donc les profils se sont considérablement diversifiés, mais surtout la migration à l'échelle mondiale s'est régionalisée. C'est-à-dire dans chaque région du monde géographique, il y a plus de migrants qui viennent de la région, de la même région, que de migrants qui viennent d'ailleurs. Et ça, c'est nouveau parce que, notamment au sud de la planète, on peut plus facilement circuler dans sa région qu'ailleurs. Et donc, on a moins de migration transcontinentale qu'on en a eu du temps de la migration blanche, précisément. Oui, mais la question des demandeurs d'asile, par exemple, a pris une importance. Ah oui, on va revenir sur la question des femmes, qui est, à mon avis, un chapitre extrêmement important. Mais la question des demandeurs d'asile a pris quand même une dimension considérable et qui peut, d'une certaine manière, bien sûr, expliquer les réactions d'hostilité sur lesquelles nous allons également avoir le temps de faire des commentaires. Plus d'1 million d'arrivants, je le rappelle, en 2015, année 2015, en Europe. Ça a quand même été un choc très, très fort et qui a conduit à faire, au fond, percevoir les migrations comme un désordre. Tout à fait. La migration, c'est une forme de désordre international, puisque dans un monde international classique qui est géré par les États, la population vit sur son territoire et est gérée par son État. Et la migration, à travers sa traversée des frontières, sa transgression selon les États, la création de toute forme de transnationalisme. Oui, mais parce qu'il y a eu des liens transnationaux. Qui sont créés par le passé, par la géographie, par toute une série d'éléments, vient mettre du désordre dans ce monde des États et finalement propose un ordre international nouveau où l'individu, même venu de la société civile, finit par avoir un impact sur le monde international, notamment le migrant, entre autres, et où finalement des forces plus importantes que les États mettent les États en échec. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à maîtriser à l'échelon européen les flux migratoires d'une façon satisfaisante et on ne maîtrise plus non plus tout ce qui échappe à l'État à travers le transnationalisme. Donc en fait, la migration est un facteur de désordre international comme beaucoup d'autres éléments qui questionnent ce monde des États qui est celui du 19e siècle sur lequel s'est construit l'essentiel de l'ordre international classique. Oui, si l'on prend l'exemple, on va revenir sur l'Europe, mais si l'on prend l'exemple des États-Unis, est-ce que d'une certaine manière, l'État américain peut se sentir menacé parce que, au niveau transnational, par exemple, la présence mexicaine est très importante, ou la présence chinoise d'ailleurs, ou asiatique, qui s'intensifie également. Est-ce que ça fait partie disons que ce qui a changé cette crainte d'influence extérieure? Effectivement, depuis les années 90, on est entré dans une vision sécuritaire de l'immigration, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, au Canada, en Australie et dans quelques grands pays d'immigration du monde. Et donc, le migrant, c'est c'est quelqu'un qui est un intrus dans le discours officiel sécuritaire de ces politiques migratoires. Et l'immigration mexicaine, en même temps, elle fait vivre économiquement des quantités d'États du sud des États-Unis. La croissance démographique des États-Unis est due essentiellement à l'immigration, ce qu'on oublie, ce qui est vrai aussi pour l'Europe d'ailleurs. Et il y a des États qui sont complètement dépendants de la main-d'œuvre mexicaine et centra-américaine aux États-Unis, notamment en Californie, au Nouveau-Mexique, etc. Donc oui, ils ont même tenté de le démontrer d'ailleurs. Voilà, il y a eu des manifestations. Ils avaient fait une grève. Il y avait eu en 2006 une grève de la faim des sans-papiers. Le monde s'était arrêté là où ces sans-papiers avaient décidé d'être en grève. Donc aucun État ne peut prétendre maîtriser totalement ces flux migratoires et aucun État n'est totalement indépendant d'une certaine façon de ces flux migratoires. Même des États qui ont peu de migration aujourd'hui découvrent le phénomène. C'est le cas de l'Europe du Nord, par exemple la Finlande qui avait très peu de migrants qui commence à découvrir le phénomène. Le Japon qui a 1% d'étrangers et qui essaye de résister tout en étant dépendant démographiquement et économiquement de cette main-d'œuvre. Donc ça, c'est un phénomène qui s'est imposé partout à l'échelle mondiale.
Matière à penser, Dominique Rousset. Quelques idées reçues que vous soulevez avec force, Catherine Vitol de Winden, et depuis plusieurs années, on vous a déjà entendu en parler. Vous venez de parler de démographie. Cette idée qu'il y aurait une démographie, je reprends ce terme, c'est moche d'ailleurs, une démographie galopante dans les pays d'origine, et donc bien sûr à terme une invasion, puisque ces pays déborderaient de populations dont ils ne savent que faire. C'est faux, en tout cas, pour ce qui concerne le bassin méditerranéen. La transition démographique est faite dans ces pays-là. Tout à fait. Alors, pas en Afrique subsaharienne, il faut quand même le préciser. On a un discours guerrier en termes de migration. On parle de déferlement, de conquête, d'invasion. Et finalement, certaines études sécuritaires se sont, après la fin de la bipolarisation du monde, transposées sur la question migratoire et sur la question de l'islam pour continuer à développer ce discours sécuritaire un peu dans la ligne de Huntington. Et donc le choc des civilisations. Mais cette démographie fait partie de ce discours sécuritaire et dans beaucoup de pays, les choses ont changé. On est entré dans une transition démographique dans presque l'ensemble des pays du pourtour sud-méditerranéen, par exemple, très rapidement. C'est-à-dire 2 enfants et demi par femme, à peine 2 enfants et demi par femme. C'est vrai France. pour les pays du Maghreb, c'est vrai pour également pour l'Iran qui est plus loin, etc. Beaucoup de pays d'islam, contrairement à une idée répandue, ont effectué cette transition démographique. Il y a eu un succès des politiques de planning familial malgré les évolutions politiques diverses et en divers sens de ces différents pays. En revanche, c'est toujours pas le cas pour l'Afrique subsaharienne, mais peut-être que les projections que l'on fait sont fausses parce que peut-être qu'on entrera dans cette transition démographique avant la fin du XXIe siècle. Oui. Autre idée reçue, celle-là peut-être plus nouvelle, le développement comme alternative à la migration. Oui. Beaucoup d'États disent mais nous allons tenter, pour ne pas faire rentrer autant de monde dans nos pays, de les aider à leur développement. Vous dites c'est pas si simple que ça parce que le développement peut être aussi une incitation au départ. Ça va dans les deux sens. Tout à fait. Et il y a beaucoup de travaux maintenant qui sont venus appuyer cette approche qui est pas du tout originale, qui est développée par tous les spécialistes de ces sujets migration et développement, notamment une étude de l'OCDE qui est sortie il y a 2 ans sur ce sujet, qui dit finalement il faut distinguer entre le court et le long terme. À court terme, celui dans lequel nous sommes, la migration crée du développement parce que c'est du développement humain, c'est-à-dire les gens envoient des transferts de fonds. 420 milliards de dollars ont été envoyés en 2016 par les migrants dans leur pays d'origine, plus que 3 fois l'aide publique au développement. Donc le migrant est qui a tendance à baisser l'agent essentiel du développement humain, c'est-à-dire qui va dans les familles, c'est le migrant international. C'est pourquoi les pays du Sud sont pas du tout prêts à finalement accepter de fermer complètement leurs frontières au départ parce qu'ils en vivent aussi. Certains pays sont devenus rentiers à l'égard de leurs migrants. Donc le migrant est un instrument du développement qui va dans les familles, c'est pas le développement qui est capté par certains États. Et d'autre part, la migration crée du développement, mais le développement crée de la migration. C'est-à-dire que les gens du Sud, qui sont des gens jeunes, faut pas oublier que l'âge médian en Afrique, c'est 19 ans, par exemple, ils sont branchés comme nous sur tous les médias internationaux. Quand ils ont l'électricité, ils sont de plus en plus scolarisés, de plus en plus urbains, ils ont envie de bouger, comme nous d'ailleurs. Et ils se disent, la seule façon de sortir de l'absence d'espoir dans laquelle nous sommes, c'est de sortir, de partir, de migrer. C'est dans beaucoup de têtes chez les jeunes. Et donc, plus les gens sont dans une phase de développement humain, éducation, santé, urbanisation, plus ils ont en tête que bouger est une option très importante pour réaliser leur projet de vie. Et donc, on est dans ce contexte-là. Peut-être que plus tard, les gens auront le choix entre rester ou partir, mais pour l'instant, tout au moins dans les aspirations, d'après ce qui a été fait dans les enquêtes, l'aspiration est plutôt à la sortie. Le titre de notre émission, le migrant est une personne. Ceci pour rappeler qu'on a trop tendance à considérer le migrant
comme un migrant, et pas en fonction de son passé, de ses compétences. Vous l'avez dit, il n'y a pas que des pauvres qui viennent, de ses désirs de formation, d'éducation, etc. Et puis un autre phénomène, le migrant est aussi une migrante, et même à 50%, vous l'avez également rappelé. Je voudrais qu'on s'arrête un peu là-dessus, cette féminisation de la migration, qui est vraiment plus qu'une tendance, qui est une réalité, peut-être au début des années 90, elle est devenue vraiment incontournable. La nouveauté, donc, ce sont pas des femmes qui viennent pour regroupement familial, elle continue, mais il n'y a pas qu'elle, loin de là. Celle-là continue, d'accord. Mais elles viennent non pas de manière passive, donc, mais elles viennent parce qu'elles endossent, d'une certaine manière, un rôle de chef de famille. Leur migration, ce sont elles qui envoient l'argent, à part à peu près égale à celle des hommes. Elles sont parfois célibataires, ou elles ont laissé des enfants, des familles entières, parfois jusqu'à 10 personnes qu'elles font vivre dans les conditions que vous avez rappelées. Et autre phénomène qui me paraît très, très important, elles envoient la même somme que les hommes, mais quand elles sont dans les pays d'accueil, cela représente une somme bien plus importante de leur salaire. Tout à fait. Pour quelle raison ? Parce que ces femmes, souvent, sont dans des métiers où elles sont en partie logées et nourries. Notamment les fameuses badanti, comme on dit en Italie. Les personnes qui gardent les personnes âgées, elles sont logées au domicile et pour cause des personnes qu'elles gardent. Donc elles ont peu de frais de logement, peu de frais de nourriture et donc elles sont enfermées toute la journée et elles sortent juste le dimanche un tout petit peu et elles envoient de l'argent à leur famille. Elles épargnent beaucoup. De même celles qui travaillent dans des ateliers de couture qui sont enfermées toute la journée, parfois 11 heures par jour, eh bien elles sont souvent logées par l'employeur. Elles remboursent leur voyage d'ailleurs auprès de l'employeur. Elles sont nourries, ce qui leur permet d'épargner beaucoup. Et donc on a ainsi, ou celles qui travaillent dans les hôpitaux, etc. Donc elles ont la possibilité parfois de manger sur place, etc. Donc elles économisent plus que les hommes, elles sortent moins et on les voit moins aussi. Ça ne veut pas dire qu'elles soient moins nombreuses. Mais peut-être plus isolées. Voilà, elles sont plus isolées dans certains métiers où on est en permanence confronté au travail que l'on fait. Et de ce fait, elles envoient beaucoup d'argent chez elles du fait des métiers qu'elles occupent. Le gouvernement philippin, vous avez parlé de pays rentiers, je voudrais citer le gouvernement philippin parce que lui voit partir un nombre très très important de femmes. Je crois que toutes les villes françaises peuvent en témoigner. Un Philippin sur 10 vit à l'étranger. C'est souvent une Philippine. Et c'est souvent une Philippine. Et cette anecdote extraordinaire que vous avez mentionnée, je ne sais pas, c'est à Manille, je ne sais pas, le gouvernement philippin a dressé une statue à la femme philippine pour la remercier d'envoyer tant d'argent au pays. Tout à fait. C'est à Manille, ça? C'est dans la capitale? Je ne sais pas si c'est dans la capitale, mais j'ai vu ça dans la presse. Et donc, c'est assez impressionnant. Oui, tout à fait. Il y a une valorisation de la femme qui se dévoue pour élever sa famille, même s'il y a une très grande instabilité politique. Et finalement, c'est une sorte de spirale migratoire. C'est-à-dire la mère envoie de l'argent pour ses enfants qu'elle ne voit pas beaucoup. Et les enfants, ils vont se constituer, ils vont être mieux éduqués dans le secteur privé, etc. Et ensuite, ils vont se projeter, bien sûr, eux-mêmes dans une vie professionnelle autour de la migration, plus qualifiée que la mère, et on est dans une sorte de spirale vertueuse, si j'ose dire, mais pas pour le pays de départ. Ouais. Il nous faut aussi parler, Catherine Wittol de Wenden, des femmes victimes de traite chaque année. Rappelons d'ailleurs que 800 000 êtres humains sont encore victimes de traite aujourd'hui, mais 80% sont des femmes, la prostitution notamment. Tout à fait, prostitution. Quand elles fuient les violences et les conflits. On est tout à fait dans l'actualité, puisque beaucoup de ces situations atroces se produisent notamment en Libye, qui est devenu un pays qui était un pays d'accueil, essentiellement pour la migration de travail masculine, surtout pour ce qui était du gaz et du pétrole. Et aujourd'hui, le chaos politique qui y règne en a fait un pays de passeurs, de traite, de prostitution, presque de mise en esclavage, y compris pour les femmes. Et beaucoup sont obligés de payer leur voyage de leur corps. C'est vrai aussi en Amérique centrale pour celles qui passent par le Mexique et qui veulent aller vers les États-Unis. Oui, on dit même, ce sont encore des anecdotes, mais je crois qu'elles sont vérifiées, y compris par les chercheurs, que l'on fait prendre aux très très jeunes adolescentes des pilules contraceptives. Oui, et des piqûres aussi. Certaines avant de passer la frontière. Des piqûres pour ne pas être enceintes, sachant qu'elles vont devoir se prostituer ou accepter toute une série de dépendances à l'égard de la population masculine à travers leur passage.
Catherine Wittol de Wenden, quelques chiffres encore. Décembre 2016, l'ONU a actualisé le nombre, fait le bilan un peu du nombre de personnes migrantes mortes en Méditerranée. Oui. Nous avons commencé avec ça. Plus de 5000 personnes 2016. Pour l'ensemble de l'année 2015, le bilan avait été moins important. Mais en réalité, les migrants, même s'ils ont été moins nombreux à tenter la traversée en 2016, on verra ce qu'il en est de 2017, qui ne s'annonce d'ailleurs pas bien du tout. En réalité, les conditions se sont énormément dégradées. Conditions Absolument. De départ et conditions de sauvetage, nous l'avons tous suivi pendant l'été. Absolument. En fait, on a à peu près 30 000 morts en Méditerranée depuis la fin du XXe siècle et dans le passage au XXIe siècle, donc jusqu'en 2017. Donc c'est quand même colossal si on additionne tous les chiffres qui nous sont parvenus depuis la fin des années 90. Donc c'est quand même énorme comme bilan migratoire aux portes de l'Europe. Et plus on ferme les frontières, plus on active le trafic du passage. Et ça, c'est une chose qui est souvent difficile à expliquer à l'extérieur parce que beaucoup croient qu'en étant plus dur, ça va être dissuasif. Et ce que je constate, c'est quand même un échec depuis 30 ans de la politique de dissuasion à l'égard du passage en Méditerranée. On a dépensé beaucoup d'argent avec Frontex, avec toute une série d'instruments de contrôle du passage, mais en réalité, ça n'a pas dissuadé les gens de partir et donc ils contournent. Si on ferme d'un côté, les gens passent de l'autre. On l'a vu dans l'accord qui a été signé entre l'Union européenne et la Turquie. Le passage par la Grèce est devenu moins important cette année qu'en 2015-2016, début 2016. L'accord ayant été signé au printemps 2016. Et aujourd'hui, c'est vers l'Italie que se reportent les flux qui viennent notamment d'Afrique. Donc en fait, l'échec de la dissuasion a activé un trafic qui est sordide. Sordide, puisqu'aujourd'hui, c'est la violence pure, des formes d'enfermement, non seulement des camps, mais des formes d'emprisonnement. Il faut payer la sortie de prison quand on se retrouve en Libye. Il faut payer parfois le garde-frontière qui lui-même va accepter de laisser passer celui qui lui donne de l'argent. Ensuite, on va passer sur ces fameuses barques et ces bateaux de passeurs qui font payer très cher la traversée aléatoire puisqu'il y a quand même beaucoup de naufrages. Ensuite, on va se faire enfermer à l'arrivée puisqu'il va faire le tri entre les demandeurs d'asile et les migrants économiques, etc. Donc c'est une odyssée au sens négatif du terme, tout à fait étonnante. Au XXIe siècle, on se dit dans quel monde sommes-nous pour tolérer que ce genre de choses ait encore lieu. On a eu quelques voix qui se sont exprimées comme celle du pape François ou de Madame Merkel, mais finalement cette atrocité à nos portes s'est fortement banalisée dans les esprits. On ne peut pas en accuser les seuls États, Catherine Wittol de Wenden, nous sommes bien d'accord, c'est l'opinion publique. L'opinion publique, les États, absolument. L'opinion publique, bien sûr. Est toujours sur l'idée que on va continuer à pouvoir dissuader. Il y a une sorte de fuite en avant dans les réponses politiques qui sont données, rassurer l'opinion publique en disant on va renforcer tel moyen de contrôle à la frontière, mais on a l'impression que c'est plus pour l'opinion publique que pour être véritablement efficace quant à la tendance à la mobilité qui s'est installée dans le monde aujourd'hui. Parmi les arguments, et vous les soutenez aussi, en faveur d'une immigration plus facile, il y a bien sûr les allers-retours. C'est-à-dire Absolument. Si on rend le retour impossible, Absolument. On intensifie la tentative d'entrée. Absolument. Il y a beaucoup de travaux d'enquête qui ont été faits sur les sans-papiers et qui montrent que plus on ouvre les frontières, et on l'a vu notamment avec l'ouverture à l'Est, plus les migrants circulent, parce qu'ils savent qu'ils peuvent repartir, revenir, etc. On l'a vu pour les Polonais, dont on a beaucoup parlé à propos du Brexit, mais aussi les femmes badanti qui gardent les gens âgés en Italie, qui viennent parfois d'Ukraine, mais aussi de Pologne, de Roumanie, etc. Et pour le Sud, ceux qui vivent économiquement de la Méditerranée entre les deux rives et qui atténuent donc les disparités économiques, c'est des gens qui ont des visas à entrée multiples ou alors la double nationalité, des titres de séjour de longue durée. Donc plus on ouvre, plus les gens circulent et plus on ferme, plus ils se sédentarisent parce que s'ils reviennent, ils ne peuvent plus
repartir, donc que le coût est trop élevé. Et aujourd'hui, on a des tas de gens qui n'avaient pas l'intention de rester très longtemps, et comme ils sont sans papier, ils vont rester jusqu'à ce qu'ils obtiennent la régularisation. Et le jour où ils seront régularisés, ils vont retourner chez eux, parce que ça fait très longtemps qu'ils y sont pas retournés, et ils verront s'ils ont intérêt ou pas à revenir, repartir, etc. Donc on est en train de bloquer la mobilité avec cette politique qui ne dissuade pas, d'une certaine façon, et économiquement, on est totalement perdant, parce que si ces gens pouvaient travailler légalement, ils profiteraient à la fois pour la richesse des pays, à la richesse des pays dans lesquels ils travaillent, ils enverraient plus d'argent chez eux, et on aurait donc véritablement un apport des deux côtés beaucoup plus important du phénomène migratoire au point de vue économique. Essayons pour conclure de sortir sur une note un peu plus positive. Vous l'avez dit, je crois, en commençant, l'immigration devient un phénomène vraiment, enfin, j'allais dire, c'est ce que vous pensez, je crois, enfin un enjeu international dont on veut à présent vraiment s'occuper. Je voudrais relayer 2 initiatives, mais il y en a beaucoup d'autres un peu partout. C'était dans Le Monde cette semaine, je crois, en fin de semaine. Le Français Mathieu Lefebvre, le Britannique Brendan Cox, qui est l'époux de la députée de gauche, on se souvient de Joe Cox, assassiné en 2016, lance une association More in Common, où il suggère à chacun de nous concentrer sur ce qui nous unit plutôt que ce qui nous distingue. On peut se reporter à cette association. Il y a des choses très intéressantes dans ce qu'ils disent sur la réticence justement de nos démocraties à offrir une hospitalité aux réfugiés. Allons plutôt en faveur d'une plus grande ouverture, mais en nous rassemblant. Autre initiative d'un collectif d'artistes qui lance un appel pour utiliser la culture comme outil d'intégration, levier d'expression, levier d'inclusion aussi, qui est des armes qui enrichissent. On se reportera sur notre site pour aller les voir. C'est ce terme au fond un peu galvaudé du vivre ensemble qu'ils essaient de ranimer les uns et les autres. Cette question donc de la sortie et de l'entrée, Catherine Witold de Wenden, vous commencez à y croire peut-être, l'acceptation, un tout début d'acceptation du principe du droit de sortie. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a de plus en plus de gens dans le monde qui ont un droit de sortie. C'est un droit universel qui s'appuie sur la fameuse déclaration, article 13 universel des droits de l'homme, sur le droit d'asile, la Convention de Genève de 1951, sur des textes du Bureau international du travail sur le droit des migrants au travail. Donc on a des textes internationaux, on a des philosophes qui récemment encore soulignaient l'intérêt d'avoir un monde plus liquide que figé, comme Sigmund Bauman qui est mort l'année dernière, et beaucoup d'autres. Et en fait, en même temps, le droit d'entrée, et c'est là le paradoxe, n'est pas un droit universel, c'est un droit qui est soumis dans un monde d'États à la souveraineté des États, ce qu'on peut tout à fait entendre. Mais ce qui bouge, c'est que d'une part, on parle plus des migrations dans les grandes instances internationales, même si elles ne sont pas encore mentionnées dans les objectifs mondiaux du développement, ni dans les objectifs du développement durable. Elles sont à peine suggérées à travers d'autres thèmes mis en avant. Mais on en parle plus, on en a parlé à la séance d'ouverture l'année dernière de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2016, par exemple, et il est en train de se jouer une tentative de gouvernance mondiale des migrations timidement à l'échelle internationale. Donc le sujet s'internationalise, bien qu'on n'en parle pas encore pour l'instant dans les grandes rencontres internationales de façon frontale et en première ligne. Et il y a une prise de conscience que le droit à la mobilité est une des plus grandes inégalités du monde aujourd'hui, parce qu'elle dépend de votre passeport et non pas de vos qualités personnelles. Donc ça, c'est une chose qui commence à, suggérer toute une série de débats. Et ce droit de la mobilité serait un droit de l'homme essentiel pour le XXIe siècle. Mais si je peux me permettre, ce serait aussi une révolution de la citoyenneté. Mais c'est-à-dire qu'on pourrait inverser la logique en disant le principe, c'est le droit de circuler, mais chaque État peut bien sûr interdire, limiter ce droit de circuler. C'est d'ailleurs la position de la Ligue des droits de l'homme sur ce sujet. Ce serait une façon de faire réfléchir les États sur les raisons de leur fermeture de façon plus individualisée, et ce serait aussi une façon de prendre conscience, d'accepter que le monde bouge, que l'Europe est devenue un grand continent d'immigration, elle a été un grand continent d'émigration dans l'histoire. Il faut qu'elle s'accepte comme terre d'immigration, de vivre ensemble, et donc accepte aussi que les gens aient accès à la citoyenneté. Il ne faut pas oublier qu'on a des tas de gens dans le monde
qui, parce qu'ils sont mobiles, n'ont aucune citoyenneté, ou quasiment aucune. Les sans-papiers, les déboutés du droit d'asile, les apatrides, qui sont parfois, pas toujours liés à des formes diverses de mobilité qu'ils ont empruntées, des gens qui sont sans papiers chez eux. Il ne faut pas oublier qu'en Chine, on a à peu près 100 millions parmi les migrants internes de gens qui sont sans papiers dans leur propre pays, et parce qu'ils ont décidé de bouger sans autorisation, etc. Donc il faut s'interroger sur cette inégalité du droit à la mobilité entre ceux qui sont mobiles et ceux qui sont sédentaires. Citoyenneté et migration, voilà un thème de travail pour nos gouvernements, mais pas aussi pour nos opinions publiques, hein, il faut le rappeler. Je voudrais conclure en vous lisant ceci. La terre était trop sèche, c'est du sang qu'elle boit et nos bras qu'elle mange. C'est la faute à qui si je suis hors la loi? Où aller, où aller, où, je ne sais pas où aller. Et puis je suis partie, sans guide, sans boussole, et les cris de ma mère par-dessus mon épaule. Prends garde, disait-il, la mer est une tombe, elle ne te donnera pas son bras si tu tombes. J'ai pris les vagues au milieu de la mer qui brille, mais elles ont fait tomber toute ma famille. Cet extrait de Où aller où du chanteur ivoirien Tiken Jah Fakoly. Il y a d'ailleurs énormément de chansons sur ce thème, des raps parfois assez violents, ou en tout cas pour le moins en colère. Et puis d'autres choses plus tendres. On peut même remonter à Pierre Perret quand il avait fait, vous en souvenez, Lily, la petite Lily qui arrivait de Somalie. Les choses n'ont pas énormément changé depuis. Merci beaucoup, Catherine de Wenden. Je voudrais rappeler cet ouvrage donc sur lequel nous sommes beaucoup appuyés, l'immigration, découvrir l'histoire, les évolutions, les tendances et phénomènes migratoires. C'est paru chez Erol. Je voudrais aussi redire que l'Atlas des migrations, un équilibre mondial à inventer, Toujours debout en est à sa 4e édition chez Autrement. On peut aller sur beaucoup de thèmes et beaucoup d'entrées différentes sur lesquelles on peut s'appuyer. Et puis apparaître également, c'est aux presses de Sciences Po, Votre maison, et ce sera au mois d'octobre, la question migratoire. Et faut-il ouvrir les frontières? On retrouvera tout ça, bien sûr, sur notre site avec les 2-3 éléments que nous avons mentionnés dans notre conversation et bien d'autres textes encore. Grâce à Laurence Genepin qui assure la préparation et la documentation sur notre site.